Et bonjour, bonsoir à tous. Je refais l'intro parce que la dernière fois c'était bien de la merde, donc voilà. Alors, toujours sur le concours des 10 ans, nous en étions la dernière fois à la proposition de concours de Timothom et d'Alwed. Je me suis rendu compte que malheureusement ma technique qui consistait à les lire dans l'ordre croissant des notes était complètement stupide, évidemment. On aurait pu s'en douter. Et donc on va les lire dans l'ordre alphabétique en sautant évidemment ceux qu'on a déjà lus ainsi que ma propre proposition, enfin notre propre proposition pour le moment puisque c'est une collaboration avec Alwonder évidemment. Donc c'est parti et nous allons aller sur... A few moments later. Nous sommes devant SCP-500FR, la chanson des lampadaires par Cretinus Vox. Boîte de crédit, ma foi, très petite, il y a des guillemets, on ne sait pas trop pourquoi. Le rapport a été publié à moins de 30 minutes, je crois. Une fois tout terminé de la limite de publication. Ça a été un petit peu compliqué, mais CV y est arrivé. Vous voyez, j'ai déjà préparé quelques onglets, on va s'en faire plusieurs d'un coup. Je vais tout tourner d'un coup. Nous sommes donc sur un rapport que j'ai déjà lu, donc, puisque j'ai aidé CV à le relire et à le poster, et que j'ai beaucoup apprécié. Objet numéro SCP-500FR, on a l'habitude, niveau de menace jaune, classe Euclide. Grand classique. Procédure de confinement spécial, SCP-500FR doit être conservé dans une salle de sécurité blindée. Cette salle doit rester sous surveillance vidéo constante en vertu des protocoles des anomalies transdimensionnelles classiques. Tout déclenchement non provoqué de l'anomalie doit être considéré comme acte hostile à l'humanité et déclencher une évacuation du site, il manque une majuscule à site, en plus d'une réponse armée. PCS extrêmement vague et surtout lapidaire. Description: SCP-500FR désigne un ensemble constitué de 5 candélabres de la ville de Paris, datés du début 20e, reliés entre eux par un amas de pavés fondus. Le socle fondu est parsemé de sillons d'1 ou 2 cm reliant les candélabres entre eux, s'entremêlant pour former plusieurs symboles opidiques. La langue gallo-celtique invisibilisée par l'Église catholique avant d'être définitivement éradiquée par l'application du protocole voile. Il manque un E invisibilisé. Des résidus de craie et de sang humain carbonisé ont été retrouvés dans ces sillons, sous-entendant une création humaine, bien que ceci soit aujourd'hui gravé dans la pierre. La traçabilité de cette anomalie est sujette à débat, mais faisant partie des artefacts perquisitionnés aux archives noires par le SKP sous le régime de Vichy avant de revenir aux archives noires, avant don à la Fondation en vertu des accords de 1973 sur la privatisation partielle du stockage anormal par l'État français. L'anomalie se déclenche lors de l'allumage des candélabres. Les flammes augmentent alors grandement jusqu'à atteindre le barycentre des 5. Rapidement, une porte de bois rouge au gond d'acier trempé, incandescent, apparaît dans les flammes. Cette porte, bien que sans serrure, était initialement fermée jusqu'à l'ouverture en force de la Fondation en 1963. Cette porte débouche sur une bulle univers labyrinthique en spirale. La bulle n'admet pas de bord connu, mais semble toujours tourner autour d'un point unique, ici la porte. Désigné SCP-500FRA. Ce micro-univers est constitué d'un immense, estimation précise rendue impossible par la nature même de l'espace. On accepte du coup ici un terme un petit peu flou comme immense. Champ de lampadaires et de candélabres s'allumant en intervalles réguliers. Le sol est entièrement recouvert de cadavres de papillons de nuit, plusieurs espèces confondues, majoritairement européennes, sur une hauteur de presque 30 cm, avant de tomber sur de la roche dure. Il y a 30 cm d'épaisseur de cadavres de papillons, c'est beaucoup. Cet espace est théorisé comme une extension du censuré, et possède donc des règles de fonctionnement a priori analogues à censuré.
Les candélabres s'allument selon un cycle jour-nuit analogue à celui de notre monde, GMT plus 1, en dépit de l'absence de soleil dans ce monde. Les candélabres exploitent les rejets de méthane des cadavres au sol pour s'alimenter, par un moyen encore assez mal compris. Les zones de clairière non couvertes par les lampadaires sont pour la plupart irrespirables, sous-entendant également un rôle de filtration. C'est un endroit, c'est un peu... moi je m'imagine vraiment une espèce de dimension complètement sombre éclairée par des lampadaires à intervalles réguliers avec au sol des montagnes de cadavres de papillons. C'est un peu dégueu. La description est un peu terrifiante. SCP-500-FRA est habité par une grande population de papillons de nuit. On y dénombre de très nombreuses espèces, 2521 formellement identifiées, majoritairement correspondantes à l'écosystème français, ainsi que plusieurs espèces exotiques. La plupart des papillons errent près des lampadaires jusqu'à leur mort, en général causée par une non-alimentation. L'origine de cette population est inconnue, la dimension de poche étant impropre à leur survie par défaut d'alimentation. Et donc il y a des papillons qui apparaissent et qui meurent collés aux lampadaires. Toutes les espèces de papillons présentes dans SCP-500-FRA correspondent à des espèces terrestres identifiées, à l'exception d'une seule qui semble, elle, viable dans cet environnement. Celle-ci, désignée comme SCP-500-FR-B0, est proche des Milletinae, voilà, des papillons comme ça, et se présente comme un grand papillon brun à taches blanches. L'espèce semble atteindre d'un défaut de développement ne limitant pas la croissance des individus. La taille des spécimens adultes varie donc grandement, allant d'une envergure de 12 cm à 2,3 mètres. Alors comme ça paraît joli des papillons. Un papillon de 2,30 m, quand on zoome sur la gueule d'un papillon de près, c'est dégueulasse. Papillon vu de près. Voilà. C'est dégueulasse. L'espèce semble pouvoir vivre une cinquantaine d'années en se nourrissant des cadavres de papillons au sol, avant de mourir de faim une fois devenus trop grands pour subvenir à leurs propres besoins. Bien qu'étant majoritairement détritivores, il semblerait que les instances de SCP-500-FR-B0 soient également capables de prédation et se montrent hostiles envers l'homme. Sa trompe est entourée de 2 mandibules capables de déchirer la chair, horrible. Alors que la trompe elle-même sert à déployer un autre organe spécifique attaché à elle. Celui-ci, nommé appendice parasapiens, est composé d'un morceau de système nerveux déployable capable de se greffer sur un système nerveux externe et de le parasiter. Cet organe est parfois utilisé pour prendre le contrôle d'autres individus, souvent d'autres instances de SCP-500-FR-B0, blessés. La cible perd alors progressivement ses capacités motrices et ses facultés mentales au profit de l'instance qui le parasite. Généralement, SCP-500-FR-B0 va simplement utiliser l'individu infecté comme annexe de lui-même, de façon à économiser de l'énergie en lui faisant accomplir différentes tâches de base, en restant accroché à celui-ci à la manière d'une tique. Cet effet a déjà été observé sur les mammifères, en particulier l'homme. C'est horrible, imaginez des papillons de 2 mètres accrochés sur des humains pour les parasiter, c'est dégueulasse. 2 sous-espèces de SCP-500-FR-B0 ont également été identifiées parmi les cadavres de papillons au sol, bien qu'estimées éteintes. SCP-500-FR-B1, en dépit de nombreux points communs avec B0, il manque des mots là, genre dispose de quelque chose, dispose de plusieurs variations anatomiques anormales. La plupart des cadavres retrouvés ont une longueur d'1 à 2 mètres, possèdent un début de cartilage et une protocolonne vertébrale, en plus du squelette externe propre aux insectes. On note aussi plusieurs appendices préhensiles à l'extrémité des pattes, à la manière de mains rudimentaires. Plusieurs cadavres complets, issus de l'incident de la marche des Diables Blancs, sont encore détenus par les archives noires, si la plupart des instances retrouvées le furent directement dans FRA. Non, je suis pas du tout insectophobe, ou je sais pas comment on dit là. J'ai une tante qui a la phobie des papillons de nuit. Putain, c'est vraiment... Ouah. SCP-500-FR-B2 est un individu unique, dont le corps a également été retrouvé sans vie dans SCP-500-FRA. Il s'agit d'un individu gigantesque. Alors ça, je me souviens l'avoir moi-même corrigé, et que la correction n'est pas passée, merci Wikizot. Donc 3,87 mètres, aux ailes atrophiées et retrouvé transpercé de plusieurs sabres et décapité.
Celui-ci possède les mêmes caractéristiques anormales que FRB, ainsi qu'une hypertrophie des organes génitaux féminins. Cette variation anatomique peut faire penser au système reproductif de certains insectes avec une reine pondeuse, mais ce n'est pas le cas des papillons. Il est à noter que les individus SCP-500-FR-B0 sont normalement sexués et parfaitement capables de reproduction. Le doute existe cependant pour SCP-500-FR-B1, faute de spécimens vivants. Traces d'activité humaine. La porte menant à SCP-500-FR-A était verrouillée de l'intérieur à la récupération de l'artefact par la Fondation. La décision de forcer la porte fut donnée le 30 janvier 1963 à 10h30. C'est pas en 73 Qu'est-ce qui s'est passé en 73 ? Et ça, il me semblait que ça avait été donné en 73. Il y a un petit problème sur la cohérence des dates. Bon, je pense que ça a été écrit un peu vite, quoi. La porte montra rapidement un jeu qui permit son ouverture. Rapidement, la salle de stockage de SCP-500-FR fut envahie par un flot de restes de papillons, manquant d'étouffer l'équipe d'assaut. Après nettoyage, l'équipe a pu pénétrer dans SCP-500-FR-A pour la première fois. La porte a été retrouvée ensevelie sous une montagne de cadavres de papillons de SCP-500-FR-B0 et B1. La porte était originellement bloquée par un drapeau français, raccordant les deux battants entre eux via un nœud entre les deux poignets. Celui-ci portait la mention « L'ordre est absolu » devise de l'escadron Robert Houdin. Alors, on ne sait pas ce que c'est l'escadron Robert Houdin. On se doute qu'il y aura quelque chose ensuite. Un campement sommaire abandonné a également été retrouvé aux environs de la porte. Des tentes ont visiblement été réalisées à partir de peaux de chevaux et de lampadaires brisés. On trouve également quelques équipements rudimentaires à base d'os et de carapaces de SCP-500-FR-B0. Les corps de 82 hommes, probablement l'escadron Robert Houdin, ont également été retrouvés carbonisés à proximité d'un campement. Les corps semblent avoir été disposés en rang à la manière de l'organisation d'un cimetière. Un corps humain fut également retrouvé carbonisé près de SCP-500-FR-B0. Celui-ci porte également de nombreuses traces de dégâts post-mortem. L'endroit est cauchemardesque. Alors, on a un objet Marshall Carter & Dark. Statue vendue, demande moyenne, valeur 20 000 francs. Alors c'est marrant parce que normalement dans les rapports MCD, on a des valeurs en livres sterling et en dollars. Donc là on se doute que c'est quelque chose de très vieux. Identifiant Louis-Auguste de France. Dépouille du dernier roi de France consacré. Présente de nombreuses traces de scarification rituelle issues de la tentative de... je ne sais pas, dernier intendant du fond de Versailles de sauver le roi de la guillotine, puis de... je sais pas quoi, de ramener le suzerain à la vie. Incident classifié, accréditation nécessaire. Il manque un point à cette note en bas de page. Rapport initial, William T. Tomslow, date 12-12-1856. Intérêt moyen identifiant Louis-Auguste de France. Article acheté à André de Saint-Just, courtière à Paris, conservé dans un tonneau de formol. L'article présente un intérêt pour de nombreux nécromants de par l'étude de ses scarifications, mais également quelques cellules absolutistes. Ici, il y a 2 points. Oui, je pense que le point de la footnote s'est retrouvé en dehors de la footnote, petit bug. Mouvement royaliste thaumaturgique prenant le retour de Louis XVI ou de sa descendante directe sur le trône. Il manque une majuscule à Louis. Le corps étant dans un état de conservation passable, une vente rapide et définitive est sans doute le mieux. La peau peut être tannée pour être vendue au détail si besoin. Possibilité de mise aux enchères en gros ou au détail. Alors, information suivie. Patrice Petiot, fossoyeur au cimetière de la Madeleine, échange le corps avec celui d'un badaud. Pas très cool. Hubert Legrand, homme de spectacle, achète l'article pour son cabinet de curiosité. Julius Montartre, ancien agent du Fonds de Versailles, récupération de l'article lors de la mise aux enchères du cabinet de curiosité d'Hubert Legrand après la mort de ce dernier. Là, on a 2 blocs censurés. André de Saint-Just, courtière, récupération de l'article pour mise en vente. L'article est généralement loué à la consultation par plusieurs nécromants français. Marshall Carter & Dark Limited, il manque un point. Je sais qu'il a été mis au moins 3 fois hier lorsque l'article a été posté et qu'à chaque fois il a été retiré par Wikidot au secours.
Achat de l'article à but spéculatif. Les bâtards. Jean Héliot de Tricot, grand maître de la loge du Monarque. Achat de l'article en un seul morceau pour la somme de 20 000 francs en 1933. J'ai peur d'avoir une référence. Addendum 2, chant royaliste, hymne de la loge absolutiste du Monarque. Alors là, moi je connais pas trop les royalistes. Éventuellement, je connais un petit peu l'Action française, mais je connais un petit peu le lore de l'Action française parce que on m'avait pris la tête avec ça à l'époque quand j'étais en prépa, royaliste dans ma classe. Mais la loge absolutiste du monarque, ça me dit rien. Cependant, le monarque, je sais qu'on parle de... Enfin, le monarque, c'est un nom de papillon. Papillon monarque. Est-ce qu'il y a une référence? Peut-être. Je ne vais pas le chanter, déjà parce que je ne sais pas chanter. Ensuite, je ne connais pas l'air sur lequel ça doit se chanter. Bien sûr, nous étions dévastés, mais les fidèles sont restés. Le roi est mort, vive le roi, pour la France et pour la croix. Quand ils ont voulu l'enterrer dans une fosse dans un charnier, ils n'ont pas parié un denier que les rois un jour reviendraient. Mais il faut croire que même les papillons ont plus de goût que ces couillons, car le cimetière en fut fleuri, la reine ailée lui a souri. Les graines du retour seront semées, la reine ailée à son aimé, en sein d'un terreau couronné, reviendra le sang bleu rayonné. Ses fils marcheront sur la terre, celle du royaume de Daguerre. C'est quand son peuple l'appellera, connaîtront les fils du roi. Les sans-culottes étaient sans honneur, sans dignité et sans fierté, mais un jour un retour vengeur étouffera la gueuse sans pureté. Ceux qui reconnaîtront leur erreur, ceux-là peut-être seront épargnés, mais pour les autres le malheur, ceux-là ils le feront saigner. Alors chante fort et marche droit, la reine ailée enfantera, alors la nation renaîtra, la France qu'on aime, celle du roi. Est-ce que ça veut dire que les papillons... La reine ailée, c'est probablement la pondeuse CP500FR B2. Est-ce que ça voudrait dire que ces papillons anormaux ont été créés à partir des restes de Louis XVI? Putain de merde. Addendum 3, résumé des événements de la marche des diables. Le 6 février 1934 au soir, se déroule une grande manifestation antiparlementaire à Paris, à l'initiative des grandes ligues d'extrême droite françaises, en protestation du limogeage du préfet de police Jean Chiappe à la suite de l'affaire Stavitsky. Alors ça, je sais que le coup d'état des ligues, c'est un truc dont j'ai déjà entendu parler. Je sais pas à quel point on est historiquement précis. Mais en tout cas, ça colle bien avec ce que je connais un petit peu de l'histoire de France des années 30. On note la participation entre autres de l'Action française et des Camelots du Roi, du Parti francisme, de la Ligue des Patriotes, des Croix de Feu, Solidarité française. Que des noms qui respirent la tolérance, le bon goût et... Ok. La gestion de la manifestation est déléguée à la préfecture de Paris et supervisée par Édouard Daladier en personne. Au dernier moment, Lucien Desmaîtres, maréchal des logis à la gendastrerie, est intégré en urgence à la cellule de crise face à une suspicion d'action des loges absolutistes. Rapidement, une émeute éclate place de la Concorde et au niveau du pont de Solferino, mobilisant la quasi-totalité des forces de la garde républicaine pour protéger le palais Bourbon. Des tirs éclatent et la marche tourne rapidement au combat de rue. On dénote plusieurs blessés par balle, alors qu'il est fait à l'état-major. Il est fait état à l'état-major d'un groupe dissident convergeant non pas vers le palais Bourbon mais vers celui du Luxembourg. Une troupe de la garde mobile est envoyée en renfort pour stopper ce second groupe. À 20h03, un messager revient rapidement pour faire état de plusieurs loges absolutistes dans le second cortège. On y a entendu l'hymne de la loge du monarque. Oui, donc du coup, la loge du monarque, c'est des nécromans. Les absolutistes, c'est ce qu'il y avait écrit là. C'est des nécromans qui veulent ressusciter Louis XVI. Bonne dinguerie, ça. Vu plusieurs étendards de la Ligue du droit homme et de la loge de Prusse. Lucien Desmaîtres avertit immédiatement la cellule du danger, mais dans le chaos ambiant, peu de troupes sont encore déployables pour le second cortège. Un bataillon de la garde républicaine est envoyé sur place avec l'ordre de charge pour dispersion séante faute de mieux. Les troupes de Jean d'Astre sont mises sous alerte avec pour ordre de rejoindre le bataillon républicain sur le boulevard Saint-Germain. Une demi-heure plus tard, à 20h37, on rapporte l'anéantissement du contingent de la garde. Les quelques gendarmes survivants font
tas de créatures ailées, grosses comme des diablotins, envahissant le boulevard, s'attaquant à tout individu blessé. Il est fait état de nombreuses pertes, aussi bien civiles que militaires, mais pas de dispersion de la foule. Il est rapporté que les diables, donc des instances de SCP, censées faire B0 et B1, se fixent sur les blessés, les morts à la manière d'une tique, avant de les forcer à se jeter sur les barricades à la manière de pantins désarticulés. L'ensemble des troupes parisiennes de la gendarmerie sont mobilisées et envoyées sur le front de Saint-Germain. La situation dégénère avant l'arrivée des troupes, et lorsque les bataillons arrivent sur place, le palais du Luxembourg est déjà encerclé d'une foule lobotomisée. Les portes ont tout de même l'air de tenir. Les troupes se contentent de limiter l'avancée de la foule et d'abattre les diables, tentant de s'échapper du périmètre. Plusieurs charges sont tentées en vain, occasionnant plus de pertes côté forces de l'ordre que manifestants. Dans les 2 heures qui suivirent, les gendarmes ne purent que céder du terrain face à, il manque un A, des vagues ininterrompues de ces diables. La manifestation avoisinante empêche le déploiement d'armements lourds ou de gaz tout en gênant l'approvisionnement des troupes de barrage. Le nombre de manifestations infectées est estimé à 81 000 personnes. Le risque principal est la jonction de l'émeute du Palais Bourbon et du groupe d'infectés. Un rassemblement de ce type aurait des conséquences catastrophiques. Faute là encore des manifestations, l'évacuation des alentours est rendue impossible. La manifestation des diables gagne encore du terrain. La situation est ingérable. Plusieurs tentatives d'assaut sont effectuées sans succès. Aucune solution ne semble viable dans ce contexte. Les troupes de gendarmerie et de police régulière sont appelées en renfort, mais leur grande incompréhension des sujets occultes envenime la situation. À 22 heures, la manifestation principale et la manifestation des diables ne sont plus séparées que de 3 rues. Le périmètre de défense a quadruplé de volume et devient incontrôlable. Le palais du Luxembourg est injoignable depuis plus d'1 heure. Le flot de diables ailés ne faiblit pas. Alors là, je fais une petite interruption. On est sur un ton qui n'est pas du tout un ton de la Fondation. Le fait d'utiliser une div bloc-côte me laisse penser que c'est un texte qui a été récupéré auprès d'un historien ou un truc comme ça. La situation d'urgence, l'explication, enfin... Personnellement, je suis complètement investi dedans. On sent vraiment l'urgence, la dinguerie. On est dans une situation de presque d'apocalypse zombie en fait, avec des nécromanciens d'extrême droite et des papillons possesseurs de cadavres. Et le tout dans un Paris des années 30. Le maréchal des logiques, lieutenant Desmatres, propose l'abandon pur et simple du 5e et 6e arrondissement. Faudra les mettre en exposant. Pour attaque thaumaturgique lourde, seule option envisageable de ce stade pour sauver la ville, la fusion des 2 manifestants doublant possiblement le nombre d'infections. Joseph Tesser, commandant de l'escadron Robert Houdin, demande alors la permission de lancer un dernier assaut avant d'abandonner le centre de la capitale. Desmatres refuse, mais cède finalement sous la pression d'Édouard Daladier. La charge de la dernière chance est lancée à 22h20. À 23h, seuls quelques derniers diables isolés volent au-dessus du boulevard passif. Les manifestants parasités semblent immobiles, ce qui permet de les récupérer et de neutraliser leurs parasites. Ceux-ci, malgré des blessures graves, reprennent peu à peu les esprits. Aucune trace de l'escadron Robert Houdin. Le 19 février 1934, l'assaut est donné dans les locaux de la loge du Monarque lors de la Nuit Blanche, signant la fin des dernières loges absolutistes, et pas absolutisme. Les mecs sont efficaces, putain de merde. L'assaut est lancé à 22h20, à 23h ils ont buté tout le monde. Et de ce qu'on a vu précédemment, ils sont 82 contre 81 000 manifestants. C'est 300. C'est littéralement 300 le retour. Les mecs sont exceptionnels. J'ai beaucoup aimé le ton. Et la situation est vraiment de grande qualité. Indonome 5, extrait de la conférence internationale du professeur G. Censuré au centre de formation de la gendarmerie de Cergy. Il faut comprendre que l'incident des ligues absolutistes fut un traumatisme pour l'État français, un triomphe doux amer, le sacrement de son savoir-faire en matière de gestion occulte, mais aussi sa chute. De nombreux observateurs étrangers présents sur scène à l'époque avaient fui la capitale en prédisant la fin de Paris et de la République. Il faut bien comprendre que le danger était tel que plus d'1 mois plus tard, l'ambassade américaine du DUT, putain mais ça je l'ai moi-même corrigé dans le code, bordel, dut formellement démentir à son gouvernement la chute de Paris, tant sa survie paraissait invraisemblable. Dans l'année, certains grands pontes mondiaux d'arcanisme et de thaumaturgie signèrent une tribune pour demander à l'État français la confirmation de l'existence d'un Paris non éthéré. À l'éclatement de la guerre 7 ans plus tard, l'existence d'un Paris non ravagé était encore
contestée par une partie de l'état-major allemand. À la prise de la ville, le SKP rapporta toutes les pièces du dossier dans leurs locaux à Berlin pour le comprendre, en vain. Ce qu'il advint et ce qui sauva Paris ce jour-là fut appelé le miracle français. Mais ce miracle avait un nom, l'escadron Robert Houdin de la gendarmerie nationale. Il s'agissait d'un corps d'élite. 106 abjurants formés dès la naissance, des pupilles de la nation, avec un N majuscule la nation, triés sur le volet, la fierté de la nation. Contrairement à ce qu'on a pu raconter, ils n'étaient au centre de nulle prophétie. Ils n'étaient pas non plus particulièrement bien équipés, la France ayant bel et bien respecté les traités de non-armement anormaux de la Grande Guerre. Ils n'avaient qu'un sabre, un képi et un bâton. Et bien entendu, l'amour de la patrie et de la République. Tout ce qu'ils savaient, c'était un savoir-faire. On oublie souvent que Paris possède la plus grande population de plieurs de réalité d'Europe. La ville est un gruyère où leurs nids ont toujours fleuri. Il suffit de se rappeler de l'affaire des portes jaunes. Paris suinte de leur influence, la cour des miracles, avec une majuscule à miracle, fut en un temps bien plus qu'un nom. On oublie trop souvent les aberrations des catacombes, la saga des bus prédateurs, l'arbre des écorchés. Aujourd'hui, parce que personne ne se souvient que Gambetta n'a jamais fui la ville en ballon, mais que ce dernier fut affrété en urgence pour rattraper le pauvre homme. Ça c'est un peu rigolo. Ce qu'il faut retenir, c'est que la France et sa capitale ont toujours vécu avec un rythme un peu particulier. Il a bien fallu comprendre, s'adapter pour survivre. Pour bien comprendre le miracle français, il faut revenir à ce qu'est un plieur de réalité. C'est un monstre, une créature aberrante, un reflet de vie. Un plieur ne vit pas vraiment. Pour ça, il faudrait qu'il ait conscience qu'il existe. Ça, c'est un canon très intéressant, que je n'ai pas du tout pour... Moi, j'ai plutôt une vision des plieurs de réalité comme étant une version un peu... comment dire un peu futuriste, moderne d'un magicien, quoi. Pour moi, un plieur de réalité, c'est un magicien, en fait. Un plieur de réalité est une créature qui manipule inconsciemment la réalité ambiante, qui vit de cela. Pour certains spécialistes, ils sont même moins que ceux-ci. Ils sont le déplacement qu'ils provoquent. Ils sont un vent dans la réalité. Tout ça pour dire qu'un plieur n'existe que par les effets qu'on lui attribue. Il se nourrit inconsciemment de notre vision de lui-même. Ce fait, théorisé assez récemment, est en réalité connu depuis le Moyen-Âge en France. C'est ce principe même de ce qu'on appelle la démonologie parisienne. Croire que c'est un démon pour créer un démon qui, avec un peu de chance, exaucera nos vœux. C'est là le savoir-faire français et celui d'un bon adjurant. Croire sans voir, renier saint Thomas. Si on ne croit en rien en face à ces monstres, on ne craint rien. On ne pense pas, on exécute, on applique le protocole. On suit les ordres. La procédure n'est jamais idiote puisqu'elle règle le problème. Et si l'abjurant est convaincu que la procédure marche, alors elle marchera, leurs ailes gérant le doute chez l'ennemi. Un plieur n'est que le reflet de ce qu'on leur offre. Et le portrait d'un plieur par un Jean d'Astre, c'est un problème réglable par l'application des ordres. Et les ordres ici, c'était de jouer du bâton. J'aime énormément cette vision du syndrome de Fibulson et de ce truc qui est à la fois chez Saphir et chez la gendarmerie, qui est de ne pas considérer la normale et donc de le détruire. C'est super intelligent et ici c'est mis à... Enfin c'est vraiment mis à l'honneur d'une manière incroyable. Il est fort à parier qu'il ne s'agissait que d'un simple plieur de réalité manipulé par la loge du monarque, un monstre à qui on a fait miroiter sa propre puissance et à qui on a cassé le dos à coups de matraque. Imaginez, vous êtes en pleine conquête de Paris, vous avez écrasé toute la résistance jusqu'à présent, et vous vous retrouvez avec un escadron de fous furieux qui vous charge à cheval, puis qui descendent pour vous éclater les dents à coups de bâton. Imaginez la terreur d'un escadron entier, persuadé de pouvoir vous tomber en vous cognant dessus et qu'il fait. Imaginez un seul instant, que par le doute, dans un moment de faiblesse, cela fonctionne. Alors c'est la fin, la preuve est faite, la procédure fonctionne. Voilà ce qu'il advient lors de l'incident, le doute du monstre face aux ailes républicains de nos hommes. On retrouva sur la rue des trous comme des obus. Certains ont dû se persuader de porter tous les espoirs de la République au bout de leur matraque. Au sens un peu trop littéral, on trouva des corps mutilés tranchés net, le sabre d'un Jean d'Astre tranchant le mal. Ce jour-là, l'escadron Robert Houdin libéra Paris, sauva la France. Et plutôt que de se replier, ils chargèrent dans le centre du maelstrom et disparurent dans le brouillard, car une menace ne saurait être laissée en liberté et le mal impuni. Ce qu'il advint de ceci, personne ne le sut vraiment, mais à la levée du jour, au lever du jour, la capitale était sauvée. Ainsi disparut la fine fleur de la gendarmerie française dans une victoire au lourd tribut. On raconte qu'ils furent pleurés, regrettés, adulés et tellement médaillés qu'on n'eut jamais de cercueil vide aussi lourd. Mais 30 ans plus tard, leur prouesse n'était pas encore comprise en dehors de l'Hexagone. C'est magnifique. Ce passage est magnifique. La première fois que j'ai lu, et ça me le refait là, j'ai envie d'ouvrir ma fenêtre et de hurler « Vive la République !» et « Vive la France !» C'est super bien écrit. C'est vraiment
à la fois en fait, l'absurdité et la rigueur en même temps de cette séquence. Le fait que concrètement on ait un type qui forme des gens d'astre en leur expliquant que pour gérer les anomalies, il suffit simplement d'ignorer qu'elles le sont et de leur péter la gueule, c'est génial, c'est trop bien écrit. Il y a des fautes qui se sont glissées, des manques de majuscules, que je pardonne complètement, déjà parce que j'en ai corrigé quelques-unes qui ne sont pas passées à l'édition Wikidot qui hier soir a complètement bugué et que ça a été écrit sur le coup de la vitesse, enfin dans l'empressement, mais c'est super bien écrit. Un homme 6, article de Jean Fernand, correspondant à New York pour la presse française, 1958. Il me faut aujourd'hui vous raconter, cher lecteur, une histoire quelque peu singulière. Comme vous le savez, la fête nationale est toujours un moment de nostalgie pour l'expatrié qu'est votre serviteur. Aussi avais-je pris la décision de sortir m'aérer. Je parcourais les rues de la ville, chantonnant des airs de ma jeunesse tout en profitant du temps clément de l'outre-Atlantique en cette saison. Sans faire attention, j'eus vite fait de passer à la marche militaire et au chant patriote, et ce fut même bientôt avec fierté que j'entamai les notes de la Marseillaise. Si je ne pouvais être en France, alors la France viendrait à moi, ce jour de gloire bien arrivé. Machinalement, j'entamai le refrain lorsqu'une vieille femme m'agrippa la main, les yeux mouillés. Je crus un instant avec un thé l'avoir dérangée, et je me confondis d'excuses. Patriote, mais gentleman avant tout. Mais elle m'encouragea au contraire à continuer. Intrigué, je me suis plié à son vœu. À peine eus-je entamé le second couplet, qu'elle fondit en larmes dans mes bras à ma plus grande surprise, m'implorant de continuer. Je poursuivis alors sans m'arrêter, regardant les larmes de joie couler sur ses joues. La pauvre ne parlait pas un mot de français, et pourtant, la voici plus patriote que nous tous. Une fois le chant terminé, elle me remercia 1000 fois d'avoir pu réentendre la chanson des lampadaires. Je lui expliquai alors qu'il s'agissait de l'hymne français, mais elle ne voulut rien entendre. La chanson des lampadaires, me répéta-t-elle comme un mantra. Elle m'expliqua qu'issue d'une famille pauvre de Pennsylvanie, son rêve avait toujours été de voir Paris. À force d'économie, son époux, décédé l'an dernier, m'avertit-elle, avait réussi à l'y emmener avant la guerre en 1937. Alors que le fascisme fondait sur l'Europe, son cœur était en fête, tel est le pouvoir de la capitale aux Lumières. Elle me décrit la ville avec une telle ardeur, un tel amour, que j'ai eu à mon tour la larme à l'œil. Elle me parla du Louvre, de Notre-Dame, de la Seine, des restaurants des faubourgs, des balades en amoureux dans les parcs, dans les avenues, des amours volants jusqu'au lever du jour, de ces moments de complicité que l'on ne vit que là-bas. La vie, la passion et l'amour à pleines dents, jusqu'au bout, jusqu'à s'écrouler sur un banc dans les bras d'un amant, et d'écouter les candélabres chanter. Elle me soutint mordicus que la Marseillaise lui fut chantée en 1937 par un lampadaire de la capitale, alors que son mari lui passait la bague au doigt, que le chant commença au premier numéro de l'avenue, pour s'arrêter à leur niveau au deuxième couplet, avant de continuer sa descente dans les quais de Seine. La veuve nostalgique, ne me laissa repartir qu'à la condition de revenir lui chanter cette chanson, la leur, plus tard. Faveur que je ne puis lui refuser. Mais, ami compatriote, sache-le. Toi qui cherches les paroles à chaque défilé, quelque part, un lampadaire, lui, n'hésite vraisemblablement pas. Et sache que sur ces notes à l'autre bout du monde, on n'y fit pas que la guerre. C'est beau, c'est très beau. C'est très beau et on ressent vraiment l'amour qu'a la personne qui est en train de d'écrire. Alors, CV, je ne sais pas si toi-même tu es dans cette situation, mais en tout cas, le journaliste que tu nous décris ici, on ressent fondamentalement l'amour qu'il a pour Paris et pour la France. C'est vraiment, ça transparaît de manière, de manière poétique, presque envolée. Enfin, je veux dire, il y a du lyrisme dans la fin de cette lettre. Et cette image, du coup, de l'escadron Robert Houdin, qui enfermé dans un espèce d'espace à l'intérieur des lampadaires de Paris, avant de mourir, chante la Marseillaise, c'est complètement dans le thème et c'est magnifique. Un rapport très très beau. Alors, donc, les contraintes. Il n'y a pas de commentaires. Cretinus Vox avait tiré Ferveur, Post-Apocalyptique, Marshall Carter and Dark et Euclide. Alors MCED est utilisé ici de manière... Bon, il est là parce qu'il fallait qu'il soit là, quoi. J'aime bien cependant en fait, l'idée que les ligues d'extrême droite aient acheté le cadavre de Louis XVI et que ce soit un bien qui s'échange. C'est quelque chose qui m'amuse un petit peu et que je trouve être une petite touche
Il y a une petite touche d'ironie et d'humour qui vient casser un petit peu ce rapport dont le début était terrifiant et la fin est exaltante. Et ça fait du bien, ça permet d'enchaîner de manière un petit peu, enfin, en laissant le lecteur respirer. Le post-apocalyptique est complètement là. Je m'attendais pas du tout à un post-apocalyptique qui soit pas futuriste, qui soit pas genre guerre nucléaire dans le futur, je sais pas quoi, ou l'hiver ou quoi, mais qui soit un post-apocalyptique du passé. On a une invasion zombie dans les années 30, mais force est de constater que ça fonctionne parfaitement. Et la ferveur, je pense que ça parlera pas à tout le monde. Je pense que ça dépend. Déjà, ça dépend de l'orientation politique des gens. Je pense que ça dépend du degré de patriotisme ou de nationalisme de la personne. Je pense que ça dépend de sa capacité à se sentir impliqué dans le roman national. Pour moi, ça a parfaitement fonctionné. Ça a parfaitement fonctionné. Il y a eu sur la fin de la lettre du Jean d'Astre, enfin du, de la conférence du Jean d'Astre, j'ai presque eu un peu la voix qui se pétait. C'est super bien écrit, genre, je suis subjugué par ce rapport. Il y a des fautes, il y a des problèmes de mise en page, il y a des problèmes de points, de machin, de majuscules partout. Euh, c'est en partie la faute à Wikidos, mais pour moi, bon, ça sera corrigé rapidement. C'est un super rapport. C'est un super rapport et c'est un super rapport de la branche française. Vraiment, dedans, on sent que le rapport, il est français. Il est français jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier mot, jusqu'à la dernière phrase. Et sache que sur ces notes, de l'autre bout du monde, on n'y fait pas que la guerre. Ce rapport, il est génial. Bravo CV. J'aime énormément cette proposition que tu nous fais. Et je suis très heureux que tu aies réussi à la poster à temps. Sur ce, bisous.